le journal. Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, voici le sommaire. À la une de cette édition, la mise en service hier du barrage hydroélectrique de Gouina dans la région de Caï. Le réseau électrique de 4 pays est connecté à ce barrage. Il s'agit du Mali, de la Guinée, du Sénégal et de la Mauritanie. Nous entendrons le Premier ministre par intérim dès le début de cette édition. Actualité sur la scène africaine, ouverture ce dimanche à Abuja, au Nigeria, du 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. En République démocratique du Congo, journée de manifestation contre le M23 et la guerre à l'appel de l'Église catholique. Et puis nous parlerons également d'une réunion ce dimanche de l'OPEP+, organisation des pays exportateurs de pétrole. Une rencontre chargée d'incertitudes pour le pétrole mondial. Les sports, oui, le journal des sports, ce sera avec vous. Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Dans l'actualité sportive, une large page sera consacrée à la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Le Sénégal sera face à l'ogre anglais au compte des huitièmes de finale. On parlera également du championnat national de Ligue 1. L'actualité des sports n'est pas manqué avec Famourou Djourté, le syndrome des ovaires polykystiques. C'est le sujet de Focus Santé de ce dimanche. Rendez-vous en fin de journal avec Baraki Ouattara pour en savoir davantage. Voilà pour le sommaire. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue. Mise en service hier du barrage hydroélectrique de Gouina dans la région de Caï. Le nouvel ouvrage va renforcer la capacité énergétique du Mali, de la Guinée, du Sénégal et de la Mauritanie. L'inauguration de l'infrastructure a réuni autour du Premier ministre par intérim ses homologues des autres pays bénéficiaires. Le coût du barrage, près de 284 milliards de francs CFA. Écoutons un extrait de l'intervention du colonel Abdoulaye Maïga, des propos recueillis par nos envoyés spéciaux Bourama Traoré et Aliou Touré. L'ouvrage de Gouina est le 4e barrage de l'OMVS et son 3e barrage hydroélectrique. Avec la présente réalisation, l'OMVS vient d'aménager près de la moitié de ses sites de barrages hydroélectriques. Cet ouvrage est considéré comme un maillon de ce qu'on appelle les ouvrages de seconde génération. Ce barrage a une puissance nominale installée de 140 MW et un productible moyen de 607 gigawattheures. Son coût total est d'environ 284 milliards de francs CFA, dont 248,9 milliards de francs CFA financés par Exim Bank de Chine et 34,5 milliards de francs CFA par la Société de gestion de l'énergie de Manantali, la SOGEM. Cette production associée à celle de la centrale de Fellou augmentera la capacité de production de Manantali de 200 à 340 MW. Je voudrais, au nom du président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitérer à nos distingués invités et à nos braves populations nos remerciements et notre gratitude. Ensemble, gardons cet esprit de solidarité pour faire de notre espace une zone d'intégration et de prospérité. Ensemble, gardons ce précieux héritage qui nous a été légué par nos pères fondateurs. Ensemble, faisons de l'OMVS le meilleur instrument d'intégration et de développement de la coopération Sud-Sud. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim, à son intervention hier donc à la mise en service, lors de la mise en service du barrage hydroélectrique de Gouina dans la région de Caï. C'était en présence de ses homologues de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Activité gouvernementale en 3e région avec le ministère chargé de l'action humanitaire qui développe une initiative pour mieux impliquer les déplacés dans la production agricole à partir de la prochaine campagne. Cette initiative appelée Projet Village Saisonnier a été expliquée aux déplacés de Sikasso par le ministre en charge de la question, Oumarou Diarra. C'était au cours d'une visite des sites de déplacés dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation humanitaire. Le point avec Moustapha Doumbia. C'est une mission d'évaluation de la situation humanitaire conduite par le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés. La première étape de la visite est le site des déplacés de Sanobougou 1 qui abrite près de 425 personnes réparties entre 70 ménages. Ici, les déplacés saluent les conditions d'accueil ainsi que l'accompagnement des autorités locales, régionales et nationales.
Ali Koulibaly, porte-parole des déplacés du site de Sanobougou 1. Ici à Sigasso, la vie est comme celle des Mopti. C'est toujours le Mali. Nous recevons des appuis de l'État et de certains partenaires. La deuxième étape de la visite a concerné les sites de Sirakoro et Atetebougou. Sur les deux sites, le ministre a expliqué aux déplacés quelques actions en cours sur initiative de son département. Oumarou Diarra, ministre délégué auprès du ministre de la Santé et du Développement social, chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés. Initier un programme dénommé le village saisonnier. Ce village saisonnier nous permettra de louer des lopins de terre à des propriétaires terriens dans des différentes localités pour permettre à cette population déplacée qui vivait essentiellement de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et même du commerce. Donc cultiver des champs bien entendu. Donc il s'agissait aussi de leur faire passer ce message pour avoir leur adhésion. Parce qu'aujourd'hui, sans nul doute, la vraie souveraineté commence par l'autosuffisance alimentaire. Le ministre Oumarou Diarra a aussi échangé avec les acteurs humanitaires sur les orientations des plus hautes autorités. Les programmes de l'initiation jusqu'à l'exécution des programmes. Parce que nous avons compris que beaucoup de fonds aussi sont mobilisés quelque part au nom de nos populations, mais le résultat sur le terrain souvent n'est pas du tout perceptible. En prélude à la visite des sites, le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Sikasso. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Des Sikasso cap sur la 4e région. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte, 2 sites de 4 hectares ont été réceptionnés à Tomi, dans le cercle de Baraweli. Les 2 sites recèlent 75 espèces d'arbres. L'Agence nationale de la Grande Muraille Verte entend promouvoir et mobiliser les communautés pour la sauvegarde du patrimoine forestier historique de la forêt classée de Dioforongo. On en sait plus avec Kandesila. Ce sont 2 sites totalisant 4 hectares reboisés qui ont été rétrocédés aux populations de Tomi, commune de Sanando, cercle de Barouli. Ces sites ont été réalisés à travers l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte dans le cadre du programme allemand Flexus GIZ sur un financement de l'Union européenne. Toumani Diallo, directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Cette activité qui nous réunit ici porte sur la mobilisation de la société civile dans la sauvegarde de la forêt classée de Dioforongo. Pour qui connaît la forêt classée de Dioforongo, c'est un patrimoine. Pour sauvegarder ce patrimoine forestier, il faut une éducation environnementale. Ces jardins conservatoires, dont les derniers plans ont été mis en terre par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et sa délégation, comportent 75 espèces d'arbres utilitaires, dont des figuiers, des baobabs de karité, des capoquiers et autres arbres fruitiers comme des manguiers. Modou Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ce projet test consiste vraiment à équiper un certain nombre de villages par effectivement des bosquets de ce genre. Nous-mêmes, en notre qualité de ministère de l'Environnement et du Développement durable, nous allons aider les populations à implanter 2 forages. Nous sommes aujourd'hui dans la 4e région, mais nous pensons que le développement va continuer jusqu'au niveau des autres régions du Mali, afin que nos populations puissent faire de la plantation des arbres, mais aussi des espèces qui peuvent nous aider à nous développer, à nous enrichir pour le bien-être de nos populations. Cette cérémonie de réception qui a mobilisé du monde a été une occasion pour les autorités locales de témoigner leur engagement à soutenir cette initiative. Ségou, Kandesila, Cheikh Tangara pour l'ORTM. 13h09 sur nos antennes. Actualité hors de nos frontières. Le 62e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se tient ce dimanche à Abuja, la capitale du Nigeria. Au menu des échanges, la situation politique dans certains pays de la communauté, dont le Mali, et la lutte contre le terrorisme. Bourama Traoré, on en parle avec vous. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, ce 62e sommet de la CEDEAO s'annonce chargé. Chargé car sous la table des chefs d'État et de gouvernement, des sujets brûlants de l'heure, notamment le terrorisme, la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. 3 pays qui vivent une période de transition. Les médiateurs désignés pour ces 3 États présenteront devant les dirigeants de l'organisation les résultats de leurs échanges avec les autorités concernées. Selon un responsable de la commission de la CEDEAO,
CEDEAO, il est nécessaire d'accompagner le Mali, le Burkina Faso et la Guinée qui sont suspendus des instances de l'organisation sous-régionale, même si, reconnaît-il, le retour à l'ordre constitutionnel est resté un impératif. L'autre grand sujet sur lequel pencheront les dirigeants de la CEDEAO concerne le terrorisme. Face à la recrudescence des attaques des groupes armés, l'heure est venue de changer de fusil d'épaule pour mieux combattre le mal. Sur la question, la CEDEAO semble avoir un plan de lutte contre le terrorisme, mais qui ne fonctionne pas toujours, même si l'initiative d'Accra existe désormais. À en croire certains observateurs, l'organisation doit opter pour une seule et unique stratégie de lutte contre le terrorisme dans la sous-région. En marge de leur 72e sommet, les chefs d'État doivent procéder à la pose de la première pierre du nouveau siège de la CEDEAO. Il va abriter la Commission, le Parlement et la Cour de justice. Le financement est totalement assuré par la Chine à hauteur de 32 millions de dollars, soit environ 16 milliards de francs CFA. Avec ce nouvel édifice, la CEDEAO veut impulser ses politiques régionales à partir d'un complexe immobilier au design de classe mondiale. Merci beaucoup. Bourama Traoré, je rappelle que le médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, était récemment à Bamako où il a particulièrement apprécié les progrès réalisés dans le processus de transition en cours. Ce dimanche 4 décembre 2022, l'Église catholique en République démocratique du Congo appelle les Congolais à marcher pour alerter sur la situation sécuritaire dans l'est du pays et dénoncer la présence du M23. Nouhoum Sissoko, bonjour. Alors, des rassemblements se tiennent un peu partout ce dimanche à 4 novembre et surtout à Kinshasa. À Kinshasa, plusieurs cortèges sont annoncés par les autorités religieuses selon le programme. Et rien que dans la capitale, 15 cortèges s'élancent ce dimanche après la première messe de 6h30. Et pour l'occasion, tous les autres services religieux qui d'habitude rythment cette journée de dimanche sont annulés. L'objectif de ce rassemblement initié par l'Église congolaise est de dénoncer la guerre d'oppression imposée à la RDC et l'hypocrisie de la communauté internationale. Pour faire passer leur message, à Kinshasa, plusieurs cortèges sont censés se diriger vers des représentations de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays, des Nations Unies et vers le quartier des ambassades. Mais la CENCO prévient, ces manifestations ne sont pas des rassemblements politiques. Les appartenances aux partis ne doivent pas s'afficher, même si des représentants du pouvoir et de l'opposition sont attendus dans les différents rassemblements. Au saut du mouton de la place Pascal, par exemple, c'est l'opposant Martin Fayoulou qui doit marcher en tête de cortège. Alors, Nouhoum Sissoko, aussi, les catholiques sont appelés à manifester ce dimanche dans tout le pays. Ça ne sera pas le cas pour toutes les villes. À Goma, le rassemblement a été annulé par les organisateurs pour éviter d'éventuelles infiltrations. À la fin de ces différents rassemblements Ibrahima Traoré, un message de l'Église doit être lu. Ce mémorandum sera remis lundi au siège des institutions politiques, ambassades et organisations internationales. Merci beaucoup pour tous ces détails. Les membres de l'OPEP et leurs alliés, leurs 10 alliés amenés par Moscou se réunissent aujourd'hui par visioconférence. La question sur toutes les lèvres, c'est si l'OPEP plus va réduire la production pour soutenir les cours mondiaux. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors pourquoi cette réunion des producteurs de pétrole de l'OPEP? Oui, Ibrahim, le contexte est délicat. Chute des cours du pétrole et entrée en vigueur de nouvelles sanctions contre la Russie. Les représentants des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, conduits par Riyad et leurs 10 alliés, amenés par Moscou, sont déjà en réunion par visioconférence dans un climat électrique. La Russie est vent debout contre le plafonnement du prix de son pétrole que l'Union européenne, le G7 et l'Australie ont prévu de mettre en place dès demain lundi. Et puis c'est aussi ces jours-là que débute l'embargo que l'Union européenne sur le brut russe acheminé par voie maritime qui va supprimer les 2/3 de ses achats à Moscou. Objectif de ces mesures, priver Moscou des moyens de financer sa guerre en Ukraine. Pour l'OPEP, la question est de savoir quel sera l'impact sur l'offre d'or noir russe. Les cours du baril de pétrole de l'Ural évoluent actuellement autour de $65, soit à peine plus que le plafond de $60, impliquant un effet limité à court terme. Mais le Kremlin a prévenu qu'il ne livrerait plus de pétrole
aux pays qui adopteraient ces mécanismes. De quoi placer certaines nations dans une question très inconfortable, choisir entre perdre l'accès au brut russe bon marché pour s'exposer aux sanctions du G7, explique un analyste. Devant ces inconnus, l'Alliance pourrait décider de rester à l'écart des projecteurs et surveiller si les cours montent en flèche après ces nouveaux train de sanctions. Mais Ibrahim, il faut noter que même si le peuple ne sabre pas ses quotas ce dimanche, le cartel pourrait, dans les mois à venir, adopter une question plus agressive dans un avertissement à l'Occident qui hérisse le cartel en règlement les prix. Et cette stratégie qui risque d'aggraver la crise énergétique mondiale, avertissent les analystes. Ibrahim. Merci beaucoup. Mohamed Sangaré pour toutes ces explications. Au Nigeria, c'est la libération de Aminou Mohamed suite au retrait de la plainte de la première dame Aïcha Buhari. L'étudiant avait été incarcéré pour un tweet dans lequel il se moque de la première dame, une incarcération fortement critiquée par les organisations de la société civile. On en sait plus avec vous, Lassina Keita. Cette libération est intervenue le vendredi dernier après le retrait de la plainte de Aïcha Buhari, la femme du président nigérien. L'étudiant Aminou Mohamed, dans une publication sur Twitter en juin 2022, s'est moqué de la prise de poids de la première dame en l'accusant d'avoir mangé l'argent des pauvres. Le jeune homme de 23 ans a été arrêté début novembre et déféré devant un tribunal d'Abuja où il a été formellement inculpé pour diffamation. Sa demande de libération conditionnelle déposée par son avocat pour qu'il puisse passer ses examens avait également été rejetée par le tribunal. La société civile s'était mobilisée pour critiquer la plainte. L'Association nationale des étudiants du Nigeria avait même annoncé une mobilisation nationale à partir de demain lundi pour exiger sa libération. L'antenne nigérienne d'Amnesty International a aussi dénoncé les traitements réservés à l'étudiant. La première dame Aïcha Buhari a finalement levé sa plainte pour éviter au pays un soulèvement populaire. La décision a été saluée par les juges chargés de l'affaire tout en invitant les parents à une meilleure surveillance des enfants. Dans cette affaire, peut-on affirmer que la pression populaire a eu raison de la procédure pénale? Wait and see. En Iran, le procureur général annonce la suppression de la police des mœurs près de 3 mois après le début du mouvement de contestation, suite donc à la mort de Mahsa Amini en septembre dernier. Toujours en Iran, 4 personnes qualifiées de voyous ont été pendues pour destruction de biens publics, enlèvement et lien avec les services de renseignement israélienne. Dans l'actualité également, l'Afghanistan où le groupe État islamique revendique l'attentat perpétré vendredi dernier contre l'ambassade du Pakistan à Kaboul. C'est dans un message sur un compte Telegram. Le président colombien a annoncé hier la conclusion d'un accord entre son gouvernement et la guérilla de l'ELN sur le retour de réfugiés indigènes déplacés dans l'ouest du pays. C'est le premier accord depuis l'ouverture des négociations de paix entre Bogota et cette guérilla. L'actualité des sports dans quelques instants. Oui, les sports, c'est avec vous. Bonjour, Famourou Diurté. Bonjour, Ibrahima Traoré. Le temps de revenir avec vous. Nous avons d'abord Ariyuma Atina en direct avec nous depuis l'école de police à Bamako ici, avec cette nouvelle fédération qui est née au Mali. Il s'agit de celle de tir sportif. Elle a lancé ce matin ses activités. La discipline est un sport olympique. Alors, Ariyuma Atina, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors la FEMATIR entend promouvoir l'apprentissage de ce sport au Mali. Alors que peut-on en savoir davantage? Oui, Ibrahim Traoré, le lancement des activités de cette nouvelle fédération, il s'agit de la fédération malienne des tirs sportifs. Donc ce lancement vient de finir tout à l'heure ici dans les locaux de la police nationale. Et voilà, l'événement devait être présidé par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, qui finalement n'est plus venu, mais il s'est fait représenter par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux.
le ministre Mamoudou Kassogué. Voilà, donc c'est une nouvelle fédération, la Fédération malienne des tirs sportifs, une fédération créée en 2021, donc qui va renforcer le paysage des disciplines au niveau du Mali. Le tir sportif, faut-il le noter, est un sport individuel qui consiste à envoyer au moyen d'une arme à air comprimé, à plomb, à feu ou à l'arbalète un projectile sur une cible le plus précisément possible pour toucher le centre de celle-ci afin d'obtenir le maximum de poids. Il couvre plusieurs disciplines. Alors il est important de signaler aussi que les armes à feu utilisées dans le tir sportif au niveau de la FEMATIR sont des armes de la 5e catégorie, y compris les fusils à air comprimé. Le tir sportif est accessible à toute personne jouissant de ses facultés physiques et médicales sans distinction des sexes, d'âge ou des races sociales. Il est d'ailleurs de plus en plus pratiqué par les femmes et les jeunes pour certaines disciplines. Il faut le noter que c'est une discipline olympique. Le tir sportif, c'est la 5e discipline olympique d'ailleurs. Et la 3e fédération en individuel, c'est-à-dire que c'est une discipline très très importante qui fait désormais son apparition dans notre pays. Alors, le président de cette fédération est colonel-major Nema Sagara, donc qui est à la tête d'un bureau de plus de 27 fédérations. En tout cas, tous ces beaux monde entendent tout mettre en œuvre Ibrahim Traoré pour promouvoir la pratique de cette discipline olympique désormais dans notre pays. Il faut noter que pour faire partie de cette fédération, il faut se munir d'une licence, voilà, donc qui est délivrée par la fédération. Après avoir obtenu la licence, la fédération a une équipe en place qui procède maintenant à la formation, donc former les gens au tir et également voilà, donc, permettre à la population Ibrahim Traoré de pouvoir maîtriser l'arme, car dans notre contexte actuel, il est également important que chacun puisse maîtriser l'arme pour se défendre, non pas pour faire du mal à qui que ce soit. En tout cas, ça a été une cérémonie grandiose ici dans les locaux de l'école nationale de la police et la fête vient de prendre fin. En tout cas, tout le monde est sorti très très content. Ibrahim Traoré, merci. Des lancements des activités de cette nouvelle fédération. Il s'agit de la Fédération malienne des tirs sportifs, puisqu'il y a eu des ateliers de tirs, voilà, donc au niveau des différentes catégories, que ce soit les tout petits, également les juniors étaient à l'œuvre, de même que les seniors. Voilà, donc il y a eu des tirs, c'est une discipline passionnante. En tout cas, nous pouvons dire que bon vent à cette nouvelle fédération, à savoir la Fédération malienne des tirs sportifs. Merci beaucoup Aridjouma Atina pour tous ces détails depuis l'École nationale de la police. Alors, passons au football avec la 5e journée du championnat national de Ligue 1 qui se poursuit ce dimanche. Et pour prendre fin demain lundi, Famourou Diorte. Oui, 3 matchs se jouent ce dimanche à Baraouli. L'AS Bakardian reçoit l'AS Police. Ici au stade Modibo Keïta, à 16h, les 11 créateurs seront face à Yélin Olympique. Ensuite, le stade malien de Bamako affronte l'Union sportive du Cercle de Keïta. Alors, 2 matchs se jouaient hier au stade Modibo Keïta. L'AS Black Star de Badalabougou a décroché sa première victoire en Ligue 1 cette saison. Il a fallu attendre la 5e journée pour que l'AS Black Star empoche ses premiers points du championnat. C'était contre le COB 1-0. En seconde heure, Lasco et Binga FC se sont neutralisés 1 but partout en ouverture de la 5e journée. Vendredi, l'AS Real et Afrique Football Elite se sont quittés dos à dos, 1 but partout également. La 5e journée prend fin demain avec les matchs El Seba Isfas et Joliba AC US Bougouni. Et nous ouvrons une large page consacrée à la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Sénégal défie l'Angleterre ce soir en 8e de finale. Oui, de par son histoire et la qualité de son effectif, l'Angleterre part forcément favorite et les hommes de Gareth Southgate ont terminé en tête du groupe B. Cela dit, les Free Lions ont affiché un visage contrasté en phase de groupe avec de belles performances contre l'Iran ou en seconde période face au Pays de Galles, mais ils ont en revanche déçu contre les États-Unis. Le Sénégal peut donc avoir de l'espoir. Après leur défaite face aux Pays-Bas sans avoir à rougir dans le jeu, les champions d'Afrique ont disposé tour à tour du Qatar puis de l'Équateur pour se qualifier en tant que deuxième du groupe A. En confiance, soudés et déterminés à faire honneur à Sadio Mané, grand absent, les Lions du Sénégal sont prêts à réaliser
attiser la surprise comme en 2002 lorsqu'ils avaient sorti une autre nation européenne, la Suède, à ce stade de la compétition. Alors Angleterre-Sénégal à suivre sur ORTM 1 et sur la radio chaîne 2 de l'ORTM à 19h. Avant Sénégal-Angleterre ou Angleterre-Sénégal, un peu plus tôt, c'est la France qui sera face à la Pologne. Hein? Oui, ce sera la deuxième rencontre entre la France et la Pologne en Coupe du Monde. La précédente ayant eu lieu lors de l'édition 1982 à l'occasion du match pour la troisième place. Depuis l'introduction des huitièmes de finale en 1986, la France en a disputé 5 et s'est à chaque fois qualifiée pour les quarts de finale. Mais la Pologne est invaincue en Coupe du Monde contre le tenant du titre. France-Pologne, coup d'envoi 15h GMT. Famourou Djourté, rarement une Coupe du Monde n'a été aussi ouverte. Hein? Oui, et tous les favoris ont laissé des plumes au premier tour et plusieurs outsiders ont montré que sur un match, tous les pronostics peuvent être déjoués. Le Japon a par exemple dominé l'Espagne et l'Allemagne, l'Arabie Saoudite a surpris l'Argentine, le Cameroun a battu le Brésil, le Maroc a fini premier devant la Croatie et la Belgique et la Tunisie a fait chuter la France. Hier, l'Argentine a su se déjouer de l'Australie 2-1 pour se qualifier en quart de finale et affrontera les Pays-Bas. Victoire étriquée de l'Albi Céleste face à des vaillants Australiens. Lionel Messi a ouvert le score en première période avant que Yolanda Alvarez ne vienne doubler la mise à l'heure de jeu. Les Socceroos ont réagi en fin de match. Greg Goodwin a réduit l'écart dans le dernier quart d'heure de 1 résultat final pour l'Argentine qui affrontera en quart les Pays-Bas qui se sont imposés 3-1 contre les États-Unis. Pays-Bas-Argentine, un vrai classique du football mondial. Les deux pays se sont rencontrés à de nombreuses reprises au mondial, 5 fois en tout, et pas n'importe quand, car dans le lot, il y a une demi-finale en 2014, un quart de finale en 1998 et surtout une finale en 1978. Et c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité du mondial ce dimanche. Et terminons avec les nouvelles de la légende du football brésilien, Pelé, hospitalisé à Sao Paulo depuis mardi. Il a déclaré qu'il se sentait fort et plein d'espoir. Hein? Ah oui, je veux rassurer tout le monde, je suis fort et plein d'espoir et je continue mon traitement comme toujours, a déclaré l'icône de 82 ans dans un message sur Instagram illustré par un rapport médical publié samedi décrivant l'état de santé de l'ancien attaquant comme stable. Pelé avait été admis à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo pour une réévaluation de son traitement contre le cancer du côlon. Merci pour toutes ces informations sportives, Famourou Djourté. Focus santé. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est le sujet de Focus Santé de ce dimanche. C'est une pathologie responsable de l'infertilité chez la femme. Ces causes ne sont pas totalement connues, mais pourraient combiner des facteurs génétiques et environnementaux. Barakisa Ouattara nous en dit plus. Du haut de ses 23 ans, Mariam Sissoko mène aujourd'hui un combat contre le syndrome des ovaires polykystiques, une maladie diagnostiquée chez elle à l'âge de 21 ans. La maladie était très mal connue. On disait, d'après les recherches que j'ai faites, que ça touche une femme sur 10. Et j'ai une bonne dizaine de femmes dans ma famille. Beaucoup de personnes ne la connaissaient pas. Ma famille ne connaissait pas cette maladie et beaucoup des praticiens que j'ai rencontrés au cours du processus de traitement ne connaissaient pas la maladie. Aujourd'hui, elle n'est pas à l'hôpital pour une consultation, mais pour un objectif qu'elle s'est fixé depuis 2 ans. Engagée dans l'association Hope and Smile, elle a initié un programme dénommé Souriez SOPK Girls afin de faire connaître la maladie et accompagner les femmes qui en souffrent. Nous avons initié le programme Souriez SOPK Girls afin de faire connaître cette maladie à la population, aux parents des personnes qui portent la maladie et également pour que le personnel de santé puisse bénéficier de toutes les formations que nous allons faire durant le programme. Et jusqu'à présent, la cause du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas clairement établie. Dr Mokhtar Diaby, gynécologue obstétricien au CHU de Kati. C'est une pathologie qui reste encore mal expliquée et mal connue dans la population générale. Cette pathologie, quand on essaie d'expliquer, elle serait due initialement à une hyperactivité des cellules técales folliculaires avec une augmentation de la synthèse d'androgènes. Ces androgènes vont indirectement entraîner l'augmentation de l'entrée en croissance des petits follicules en croissance. Il n'y a pas de prévalence fixe au Mali, mais tout porte à croire que le syndrome des ovaires polykystiques fait partie des principales causes de l'infertilité chez la femme. Ces signes sont assez révélateurs. Sur le plan clinique, c'est ce qu'on appelle l'examen clinique qui va détecter si la femme fait des troubles du cycle. En français simple, l'irrégularité du cycle menstruel, aménorrhée ou spanioménorrhée, c'est-à-dire la femme qui ne va pas à ses règles tous les 28 jours,
soit elle fait 35 ou 45 jours, elle ne voit pas ses règles, ce qu'on appelle l'espagnomyénorrhée. L'acné et l'obésité constituent également des symptômes du SOPK. Dr Mokhtar Diaby. Il y a l'hyperandrogénie clinique ou biologique. Cette hyperandrogénie clinique et ou biologique peut se manifester comment? L'acné au niveau du visage, d'autres signes. L'hypertrophie au niveau du clitoris, encore chez la femme, la voix rauque, qu'on appelle la raucité de la voix, encore les signes de virilisation ou masculinisation chez la femme. Le syndrome des ovaires polykystiques est bénigne et peut avoir comme complication des pathologies cancéreuses. Telles que les tumeurs de surrénales, telles que les tumeurs des ovaires, les tumeurs malignes ou les tumeurs bénignes. Donc, ce qui fait qu'il faut faire la part des choses pour savoir. Mais la principale complication chez les femmes en activité, le traitement du syndrome des ovaires polykystiques est uniquement symptomatique. Il repose sur une amélioration de l'hygiène de vie, un traitement médicamenteux et un accompagnement psychologique lorsque cela s'avère nécessaire. Focus Santé. Et c'est sur cette note de Focus Santé que s'achève ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec la mise en onde de Bintou Traoré, à la réalisation Lassina Keita, la coordination éditoriale est assurée par Bourama Traoré. Retrouvez juste après moi Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Au revoir.